de ses fonctions de directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le FGAO. Vous occupez, M. Rinky, les fonctions de directeur général du Fonds de garantie des victimes depuis le 4 juillet 2016. Il s'agit cependant de votre première audition devant notre commission des finances. En effet, votre audition préalable à votre renouvellement est prévue à l'article L421-2 du Code des assurances, modifié par l'article 6 de la loi DADU du 9 mars 2023. Portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. Il dispose que le directeur général du FGAO est entendu par les commissions chargées des finances des deux assemblées au moment de sa désignation. Cette procédure est mise en œuvre pour la première fois aujourd'hui. Le FGAO assure l'indemnisation depuis 1951 des dommages subis par les victimes d'accidents de la circulation dont les responsables sont inconnus ou non assurés. Ce dispositif couvre tant les accidents causés par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ou par un autre usager de la voie publique. Au terme de l'article L421-4 du Code des assurances, le fonds est alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance. Je précise que vous assurez également la direction générale du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, FGTI, dont la gestion est confiée donc au FGAO. Une convention est conclue à cet effet entre les deux organismes. Créé en 1986 pour indemniser les actes de terrorisme, le FGTI a connu une extension de ses missions en 1990 à l'indemnisation des victimes d'infractions de droit commun. Le FGTI n'indemnise que les victimes de dommages corporels causés par des actes de terrorisme, les dommages matériels étant pris en charge par les assureurs dans le cadre du régime de gestion de l'assurance, de la réassurance des risques, attentats et actes de terrorisme. Cet instrument est majoritairement financé par les contributions des assurés, complétées par le produit des actions récursoires et des placements financiers. Cette audition, Monsieur le Directeur Général, sera l'occasion de nous présenter votre bilan à la tête de ces organismes et d'ailleurs de mieux nous les faire découvrir et vos priorités pour votre mandat à venir. Avant de vous céder la parole, je précise que la procédure de l'article L421-2 du Code des assurances ne prévoit qu'une audition et qu'il n'y aura donc pas de vote de la Commission sur votre désignation. Cette audition est retransmise sur le site Internet du Sénat. Monsieur Rinky, vous avez maintenant la parole. Merci. Merci. Et bien sûr de répondre à vos questions. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez déjà présenté. Le FGAO, qui indemnise donc les victimes d'accidents causés par des conducteurs non assurés ou qui prennent la fuite, et le FGTI, le Fonds de garantie d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui est géré par délégation de son conseil d'administration par les équipes du FGAO. C'est l'occasion peut-être de dire un mot de ce modèle un peu original, puisqu'il y a bien deux fonds, deux organismes de service public, disposant chacun de son conseil d'administration et de ses ressources propres, mais qui sont gérés de façon intégrée par la même équipe, placée sous l'autorité du même directeur général. Je crois que ce modèle, qui a maintenant 40 ans, a prouvé sa pertinence en conciliant la pluralité des gouvernances, de façon à ce que l'ensemble des parties prenantes soient représentées, et l'unité de la gestion, qui est un gage d'efficacité et de réactivité, comme la Cour des comptes l'a souligné il y a quelques années. Alors, ces deux fonds qui sont rassemblés sous la dénomination commune de Fonds de garantie des victimes, par souci de lisibilité, ont de nombreux points communs, à commencer par ce qui constitue leur raison d'être, c'est-à-dire l'indemnisation des victimes qui n'ont d'autre recours que la solidarité nationale face à la violence qui les a frappées, la violence terroriste, la violence criminelle de droit commun et la violence routière. Et donc, la prise en charge de ces
préjudices corporels, souvent graves, constituent le cœur de l'engagement et de la compétence des 390 collaborateurs du Fonds de garantie des victimes, qui sont rassemblés sur 2 sites, pour l'essentiel à Vincennes et pour une cinquantaine d'entre eux à Marseille. En 2024, le Fonds de garantie a pris en charge au total plus de 110 000 victimes et versé 840 millions d'indemnités. Après avoir indemnisé la victime, le Fonds de garantie se retourne contre le responsable du crime ou de l'accident, lorsqu'il est connu, pour exercer dans la limite de sa solvabilité le recours subrogatoire. Et à ce titre, nous avons recouvré 125 millions d'euros l'année dernière. J'en viens rapidement aux spécificités de chacun des 2 fonds, en commençant par le FGAO, qui est administré par un conseil qui comprend 12 membres, dont 7 désignés par l'assurance et 5 personnalités qualifiées nommées par l'État. Et l'État est représenté par un commissaire du gouvernement aux pouvoirs étendus. Alors, la principale mission du FGAO, vous l'avez dit, Monsieur le Président, la prise en charge des victimes d'accidents de la circulation lorsque l'assurance ne peut pas jouer, puisque l'assureur, l'auteur a pris la fuite ou n'est pas assuré. En 2024, pour ne parler que des victimes de dommages corporels, il s'agit de 8000 victimes prises en charge par le fonds, et notamment les proches des 186 victimes décédées l'année dernière. Le phénomène de la conduite sans assurance est un fléau de notre pays, à la fois évidemment pour les victimes, mais aussi pour la collectivité des assurés, qui en supportent l'essentiel du coût à travers la contribution que vous avez rappelée, et également pour les conducteurs non assurés eux-mêmes, souvent jeunes, qui devront, en cas d'accident, rembourser au FGAO des sommes parfois extrêmement importantes. Je pourrais y revenir tout à l'heure. Alors, si le nombre de victimes de la non-assurance a tendance à légèrement décroître ces dernières années, ce qui est une bonne nouvelle, le coût de la prise en charge de la non-assurance, lui, continue à croître. Dans ce contexte, le FGAO connaît une situation financière fragile. Au 31 décembre 2024, il avait une centaine de millions de déficit de fonds propres, moins 96 millions pour être précis, ce qui signifie que pour rééquilibrer cette situation financière, il faut redoubler d'énergie pour lutter contre la non-assurance, et notre pays en a les moyens grâce au fichier des véhicules assurés, mais là aussi je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Alors pour sa part, le FGTI est administré par un conseil de 9 membres, dont un représentant de chacun des 4 ministères de tutelle, 3 représentants des victimes, 1 représentant du secteur de l'assurance, et il est présidé par un magistrat, une magistrate issue de la Cour de cassation. Alors, le fonds de garantie a été très fortement mobilisé depuis 10 ans dans le contexte de la vague d'attentats sans précédent qu'a connu notre pays. Je vous le rappelle avec quelques éléments clés. Depuis début 2015, le fonds de garantie a indemnisé 7 700 victimes au titre de 96 attentats qui ont soit frappé la France, soit frappé des Français à l'étranger. Et l'ensemble de ces attentats a causé la mort de plus de 360 personnes. Le FGTI a notamment pris en charge près de 3000 victimes des attentats du 13 novembre 2015 et près de 2800 de celui commis à Nice le 14 juillet 2016. Donc, confronté à un choc opérationnel majeur, le fonds de garantie s'est transformé en profondeur pour mieux répondre aux attentes des victimes. Et cette transformation est le résultat d'un dialogue approfondi avec les associations de victimes, dialogue qui se poursuit. J'étais ce matin en réunion avec l'ensemble de celles-ci. Transformation autour de 3 objectifs que j'évoque rapidement. Le premier, mieux accompagner les victimes, notamment sur le terrain. Je dirais passer d'une approche
un petit peu administrative à une approche beaucoup plus incarnée. Chaque victime dispose aujourd'hui au sein du fonds d'un interlocuteur dédié et spécialement formé. Et autant, dès que c'est possible, les chargés d'indemnisation du fonds de garantie se déplacent sur le terrain. Au cours de ces 7 dernières années, ils ont ainsi réalisé plus de 2800 déplacements auprès des victimes. Présentes sur place dès la survenance de l'événement, en France, comme récemment à Arras ou à Mulhouse, ou à l'étranger, les équipes accompagnent les victimes tout au long du processus d'indemnisation. Deuxième objectif, faciliter l'accès des victimes à leurs droits. Le droit français de l'indemnisation repose sur le principe de la réparation intégrale des préjudices, qui est donc une réparation individualisée et non pas forfaitaire. C'est donc un droit très complet, mais qui est aussi très complexe. C'est pourquoi le FGTI déploie de grands efforts d'information et de pédagogie pour permettre aux victimes d'exercer leurs droits dans les meilleures conditions. Je pourrais évidemment y revenir également. Enfin, troisième objectif, nous voulons proposer aux victimes des solutions concrètes afin de mieux répondre à leurs besoins. Nous constatons que l'indemnisation purement financière ne répond pas toujours aux attentes des victimes. C'est pourquoi le fonds de garantie leur propose depuis quelques années une réparation en nature qui vise à rendre l'indemnisation plus effective. Parmi les services que nous proposons, on peut citer l'accompagnement au retour à l'emploi, le soutien scolaire, et je pense notamment aux nombreuses victimes mineures de l'attentat de Nice, ou encore pour les victimes en situation de handicap, la mise en relation avec un architecte spécialisé pour l'aménagement du domicile ou la fourniture de solutions de mobilité adaptées. En synthèse, depuis la vague d'attentats de 2015, je crois que le FGTI a fait preuve de sa capacité d'adaptation et de son efficacité au service des victimes. Saluée par la Cour des comptes, l'action du FGTI est dans l'ensemble perçue positivement par les victimes, même si l'indemnisation, par définition, ne sera jamais à la hauteur de leur traumatisme. J'aborde maintenant la seconde mission du FGTI, la prise en charge des victimes d'infractions de droit commun. Alors, elle est régie par une procédure particulière, puisque les victimes doivent d'abord saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, ce qu'on appelle la CIVI, qui est une juridiction spécialisée, qui ensuite va transmettre les pièces au FGTI, à charge pour lui d'instruire les demandes d'indemnisation. Alors, à ce titre, en 2024, le fonds de garantie a pris en charge 29 000 directs et indirects au titre de cette procédure, et c'est une activité en hausse constante. Un chiffre pour illustrer ce propos, entre 2019 et 2024, le nombre de victimes indemnisées a ainsi progressé de 28%, sous l'effet de la hausse sensible du nombre des victimes de blessures volontaires, qui représentent la moitié de l'ensemble des victimes, et des victimes de violences sexuelles. Ces évolutions reflètent l'ensemble de l'activité judiciaire de notre pays, mais avec quelques années de décalage, puisque la procédure civile intervient en général après la procédure pénale. Donc le FGTI est mobilisé avec l'ensemble des acteurs de la politique publique d'aide aux victimes pour accompagner au mieux ces victimes et leur permettre de faire valoir leurs droits. J'ai à cet effet noué une collaboration étroite avec la Fédération France Victimes et son réseau local d'aide aux victimes. Même si l'indemnisation intervient souvent tardivement, pour les raisons que j'évoquais à l'instant, on peut se féliciter qu'elle s'inscrive dans plus de 85% des cas dans un cadre amiable. Enfin, et j'en termine, troisième mission du FGTI, l'aide au recouvrement des victimes d'infractions. Il s'agit pour les victimes qui ne sont pas éligibles à l'indemnisation via la procédure CIVI de bénéficier de l'intervention du fonds pour recouvrer en tout ou partie les dommages et intérêts qui leur ont été alloués par le juge pénal. En 2024, ce service, qu'on appelle le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions, le SARVI, a ainsi bénéficié à 60 000 de nos compatriotes. Et j'y reviendrai naturellement si vous le souhaitez.
Je souhaite, si vous me le permettez, maintenant attirer votre attention sur la situation financière très dégradée du FGTI. À la fin de l'année dernière, son déficit de fonds propres s'établissait à 5,7 milliards d'euros, ce qui signifie que face aux 9 milliards d'engagements envers les victimes, qui correspondent à des événements qui sont déjà survenus, je ne parle pas de l'indemnisation des victimes de demain ou d'après-demain, 9 milliards d'engagements, face à ces 9 milliards, le fonds de garantie dispose de l'ordre de 3 milliards d'actifs. La différence, donc 5,7 milliards, ou à peu près 6 milliards, représentant son déficit de fonds propres. Donc si le fonds de garantie, le FGTI, ne connaît pas à ce stade de difficultés de trésorerie, il fait donc face à un problème de solvabilité à moyen terme. Cette situation n'est pas nouvelle, mais elle s'aggrave. Dans son référé adressé à l'État en novembre 2020, la Cour des comptes l'avait déjà jugée, je cite, « particulièrement inquiétante ». Alors, cette situation, d'un mot, s'explique par un effet de ciseau structurel entre la croissance des dépenses d'indemnisation et celle, sensiblement moindre, des ressources du fonds. Ainsi, sur les 5 dernières années, le taux annuel de croissance des dépenses d'indemnisation est de 7,5%, là où les ressources ont progressé de 2,5%. Donc une différence de 5%. Cette progression s'explique avant tout par le dynamisme des indemnisations versées aux victimes d'infractions de droit commun, qui représentent 85% de l'ensemble des indemnisations, et résulte à la fois de l'augmentation du nombre de ces victimes, j'y faisais allusion tout à l'heure, mais aussi à l'augmentation du coût moyen de l'indemnisation. Alors face à cette dynamique entre guillemets spontanée des dépenses, les ressources ne suivent pas. L'essentiel du financement du FGTI, 80%, est assuré par la contribution à laquelle vous avez fait allusion, Monsieur le Président, contribution forfaitaire de 6,90 € prélevée sur les contrats d'assurance de biens. Donc, elle a été relevée au 1er juillet 2024 pour atteindre donc ce niveau de 6,50 € qui correspond à son plafond légal. Mais cette mesure ne suffira pas à rééquilibrer le modèle financier du FGTI. Et sauf à envisager de réduire le périmètre d'intervention du FGTI, il sera donc nécessaire de réformer cette contribution afin de ne pas repousser la charge sur les générations futures et afin de garantir la pérennité financière du FGTI. C'est un sujet évidemment majeur sur lequel vous aurez certainement des questions. Je termine par les priorités que je me fixe pour ce nouveau mandat. Alors elles s'inscrivent bien évidemment dans la continuité des précédentes. Je pense que la transformation, pour être effective, suppose du temps. 3 priorités que je mentionne rapidement. La première reste celle de l'accompagnement des victimes. Le fonds s'est déjà beaucoup transformé. L'action de ses collaborateurs est, je crois, reconnue et saluée. Mais il faut poursuivre en associant toujours davantage les victimes elles-mêmes. Et je crois que l'objectif doit être de donner plus de sens à l'indemnisation, une indemnisation qui mobilise des ressources publiques importantes, en faisant un véritable levier de la reconstruction des victimes. Ma deuxième priorité, c'est de conforter ce que j'appellerais l'outil du fonds de garantie, qui est, je crois, un outil précieux pour notre pays, et que d'ailleurs certains de nos voisins envient. Là aussi, il s'agit de poursuivre le travail de modernisation entrepris, notamment pour renforcer la résilience du fonds, sa capacité à faire face aux crises, et je pense évidemment au risque d'attentat. Cela suppose aussi de continuer à veiller au bien-être des salariés du fonds de garantie, qui assument avec efficacité et dévouement leur mission dans des conditions souvent difficiles, et je souhaite leur rendre hommage devant vous. Enfin, troisième enjeu fondamental, je viens de l'évoquer, je n'y reviens pas, celui du modèle financier du FGTI. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je vous propose de donner la parole à notre collègue Christine Lavarde, qui va s'exprimer en son nom, mais peut-être également au nom du rapporteur général, qui s'excuse de ne pas pouvoir être à votre audition.
Au nom du rapporteur général, alors qu'il avait préparé tout un tas de questions à vous poser. Alors, il y en a certaines auxquelles vous avez déjà répondu par anticipation, et notamment sur la situation financière de l'établissement. Donc, voilà, vous faites le constat qu'effectivement, aujourd'hui, l'établissement est dans une situation difficile. Mais quid de la suite, et quelles sont les propositions, les préconisations que vous pourriez nous faire en tant que législateur pour justement apporter, modifier le fonctionnement du fonds pour lui donner un peu de lisibilité et de garantie pour le futur. Je vous dis ça en m'étant particulièrement intéressée au mécanisme des CatNat, qui est un peu dans la même situation, à savoir que si on ne fait pas quelque chose, le système est presque par nature appelé à être déficitaire tant que la fréquence et surtout l'intensité des événements climatiques augmente. Et c'est un peu aussi ce que vous nous avez décrit dans le fonctionnement du fonds. Vous nous avez aussi donc dit comment la Cour des comptes avait apporté un regard favorable sur la gestion du fonds. Mais dans ce fameux référé de 2021, la Cour recommandait aussi de clarifier le statut juridique du fonds. Quelles sont les suites qui ont été apportées à cette recommandation? Je regarde... Et sinon, sur un autre phénomène qui nous intéresse, parce qu'on a fait pas mal de travaux quand même sur les assurances au sein de cette commission, Monsieur le Président, et notamment, est-ce qu'aujourd'hui, le phénomène de non-assurance, il vous semble résiduel, ou est-ce qu'il peut encore être diminué? Voilà, parce que sans faire de parallèle avec les autres sujets que je connais bien, les CatNat, on a aujourd'hui des endroits du territoire où en fait le taux de recours à l'assurance est beaucoup plus faible. Enfin, notre taux d'assurance n'est pas du tout homogène sur le territoire. Voilà, peut-être Monsieur le Président pour commencer. Très bien. Oui, Monsieur Maison. Merci, Monsieur le Président. Vous avez mentionné, Monsieur le Directeur, le fait que vous alliez de plus en plus vers une indemnisation en nature. Alors, je n'ai pas très bien compris, est-ce que c'est une indemnisation qui se substitue à l'indemnisation pécuniaire, ou est-ce que c'est une indemnisation complémentaire qui ferait preuve dès lors de plus d'humanité, parce qu'on sait que lorsque les gens sont confrontés à de tels drames, ils sont en grande souffrance, ils ont besoin d'accompagnement, d'être soutenus. Et ça n'est pas peu de choses que de le démontrer, parce que c'est vraiment apprécié pour se reconstruire plus facilement. Christian Billac. Merci Jean-Marie. Merci Monsieur le Président. Il y a je crois que c'est jeudi, on va examiner la proposition de loi de notre rapporteur concernant les assurances, en rajoutant en quelque sorte au fonds Barnier, demain, oui, un fonds pour venir en aide dans le cadre des émeutes. Et puis, à côté, on a le FGAO. Et alors, je suis peut-être un peu provocateur, mon propos, mais avec ma collègue qui est rapporteure pour la mission d'enquête que nous menons actuellement, est-ce que ça aurait du sens de fusionner le fonds Barnier, je dirais, et le FGAO, parce qu'il s'agit toujours de victimes et de l'absence ou de la défaillance des assureurs par rapport aux victimes. Monsieur Klinger. Merci Christian. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai une petite question, Monsieur le Directeur. J'ai peut-être pas été très attentif. Pour le FGAO, vous avez dit que cela concernait les victimes des accidents. La circulation de l'auteur est inconnue. Qu'en est-il des auteurs connus qui sont insolvables? Oui, ça doit être d'ailleurs la différence entre ce qui est payé et ce qui est recouvré. Enfin bon, vous allez nous dire tout ça. Vous allez nous répondre à ces questions. Alors, moi, je comprends bien que dès l'instant
qu'il peut y avoir à la fois l'affectation ou la décision de financement et d'autre part le décaissement, d'une certaine façon, qui est plus lent que la décision d'où le fait que vous ne soyez pas encore en difficulté totale, c'est trésorerie. Enfin, j'imagine que s'il y avait une difficulté de trésorerie, avant toute autre solution un peu solide, l'État viendrait apporter une trésorerie permettant d'avancer. Enfin, j'imagine que ça ne se fait pas, autrement dit, pour le dire différemment, j'imagine que ça ne se fait pas au détriment des gens qui attendent des ressources. C'est-à-dire que quand il y a une demande de paiement, elle est réalisée, et puis vous constatez qu'aujourd'hui, malgré le déficit global, vous arrivez à faire face à ce problème de trésorerie. C'est comme ça que je le comprends. Ou est-ce que déjà, finalement, vous avez de la part de l'État une espèce d'avance de trésorerie permanente vous permettant de faire face? Voilà. Se rajoute à l'ensemble des questions qui vous ont été posées. Monsieur le directeur général. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je commence peut-être justement par les questions qui tournent autour de la situation financière. L'état des lieux que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est un fonds qui, chaque année, est en perte et dont le déficit de fonds propres s'accroît. Le FGTI est régi par la comptabilité de l'assurance, ce qui veut dire qu'il doit provisionner, c'est-à-dire estimer l'ensemble des sommes dues aux victimes au titre d'événements passés, mais qui n'ont pas encore été versés. Alors pourquoi elles n'ont pas encore été versées? Soit c'est parce que l'indemnisation est en cours, le dossier a été ouvert le 30 décembre, donc au 31, il n'est pas fini. Soit c'est parce que nous versons des rentes à vie à ces victimes. Et enfin, dernier cas de figure, c'est ce que l'on appelle dans le jargon les dossiers tardifs, c'est-à-dire que nous savons statistiquement qu'un certain nombre de personnes ont été victimes, par exemple en 2024, de telle ou telle infraction, et c'est souvent le cas pour les infractions liées aux violences sexuelles, mais ces victimes, nous n'allons les connaître, c'est-à-dire qu'elles ne vont nous saisir que dans les années à venir. Et en bonne comptabilité, pour éviter de repousser la charge sur les générations futures, il faut le comptabiliser aujourd'hui, sur la base de méthodes statistiques permettant de l'estimer. Donc c'est ça qui conduit à ce déficit de fonds propres de l'ordre de 6 milliards d'euros. Donc ça pointe vers un problème de solvabilité. Ce déficit, selon nos projections, qui sont à prendre avec précaution, mais à l'horizon 2050, ne cesse de s'aggraver. Il devrait atteindre ou dépasser les 15 milliards d'euros à cette échéance. Ça, c'est pour ce qui concerne la solvabilité. Après, en termes de trésorerie, alors, Monsieur le Président, je peux vous rassurer, aujourd'hui, le fonds de garantie n'a pas de difficulté de trésorerie et il a tout à fait les moyens d'indemniser les victimes. Il a ce qu'on appelle une trésorerie nette positive, c'est-à-dire que chaque année, il a des rentrées de trésorerie supérieures au décaissement. Mais s'il a un résultat comptable négatif, c'est qu'il doit par ailleurs constituer les provisions techniques que j'évoquais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il n'a pas de problème de trésorerie. Mais dans les années qui viennent, et là aussi les projections doivent être prises avec prudence, autour de 2030, peut-être un peu après, le FGTI va se retrouver en situation de trésorerie nette négative. C'est-à-dire que chaque année, il y aura moins de rentrées de trésorerie que de sorties. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il devra commencer à vendre les actifs qui ont été constitués et mis en réserve pour faire face aux engagements à long terme envers les victimes. Alors, pour répondre à votre point, Monsieur le Président, sur le soutien de l'État, aujourd'hui, le FGTI ne bénéficie d'aucun concours budgétaire. En revanche, j'avais demandé à l'État et obtenu, dans le cadre de la convention entre l'État et le FGTI, dont la première a été conclue en 2017, que l'État s'engage pour le cas où le FGTI aurait à faire face à des décaissements extraordinairement massifs au titre du terrorisme, que l'État, à ce moment-là, interviendrait avec des crédits budgétaires. C'est ce que nous appelons une garantie.
mais avec beaucoup de guillemets, puisqu'elle n'est pas inscrite dans la loi de finances. Oui. Alors, quelles sont les solutions pour redresser ce modèle financier? Il y a le sujet des dépenses et il y a le sujet des recettes, des ressources. Du côté des ressources, nous en avons trois. Nous avons le produit du recours contre les auteurs. J'ai évoqué rapidement tout à l'heure. 125 millions en 2024 au titre de l'ensemble des missions du fonds, dont 113 millions pour le seul FGTI. C'est des chiffres en progression sensible. Nous avons des équipes qui, avec toute l'énergie nécessaire, exercent le recours contre les auteurs d'infractions, ce qui contribue à la responsabilisation et ce qui contribue au financement du fonds. Donc ça, c'est une première ressource, mais qui représente de l'ordre de 13% du total. Nous avons une deuxième ressource qui est constituée par les produits financiers, des actifs financiers que j'évoquais tout à l'heure, qui sont mis de côté pour faire face aux engagements à long terme. Ça représente de l'ordre de 7%. Et donc les 80%, c'est cette fameuse contribution de 6,50 €, dont je pense, mais c'est évidemment une décision qui relève du Parlement, qu'elle mériterait d'être refondue, puisqu'aujourd'hui c'est une contribution forfaitaire. Ce qui veut dire que, c'est-à-dire 6,50 € par contrat, par exemple la multirisque habitation. Donc ça a plusieurs inconvénients. D'abord, on peut considérer, mais ça c'est une appréciation politique, que ça n'est pas complètement juste, puisque selon qu'il s'agit d'une MRH sur une chambre de bonne ou sur un château, ce sera 6,50 €. Et puis deuxièmement, c'est surtout une ressource qui n'est pas dynamique, qui n'évolue même pas avec l'inflation, puisqu'elle n'évolue qu'avec le nombre de contrats. Donc je pense personnellement qu'il faudrait repenser cette contribution. Alors, il y a plusieurs pistes possibles sur lesquelles il ne m'appartient pas de me prononcer, mais en tout cas pour la rendre non plus forfaitaire, mais proportionnelle, par exemple aux primes sous-jacentes. Ça, je pense que c'est le principal axe de réflexion. Alors un autre du côté des dépenses, mais on touche à des questions infiniment plus sensibles politiquement. Il y a un certain nombre de dispositifs que l'État pourrait vouloir interroger pour en maîtriser la dépense. Je cite un exemple, j'ai parlé du SARVI, le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions, qui bénéficie à 60 000 personnes tous les ans. La Cour des comptes avait recommandé à l'époque qu'il soit mis sous condition de ressources. Voilà, ce qui générerait une économie modeste, mais une économie tout de même. Donc voilà, à grands traits sur le modèle financier. Vous évoquiez, donc, Madame, la question du rapporteur sur le statut juridique du FGTI. Alors c'est un sujet qui pourrait nous prendre beaucoup de temps. Je rappelle que lorsque le législateur a créé le FGAO en 1951, il l'a qualifié de personne morale de droit privé. Lorsqu'il a créé le FGTI en 1986, il a indiqué que le FGTI était doté de la personnalité civile, mais il ne l'a pas qualifié ni de privé ni de public. Semble-t-il, l'intention du législateur était qu'il soit privé, puisque à l'époque, et c'était notamment le souhait de quelqu'un dont j'ai plaisir à évoquer le nom devant vous, qui est Françoise Rudetsky, qui est à l'origine de la création du FGTI, avec laquelle j'ai eu l'honneur d'échanger pendant 6 ans, parce qu'elle a été administratrice du fonds. Le souhait était de calquer, je dirais, l'intervention au bénéfice des victimes d'attentats sur un dispositif proche du monde assurantiel, même si c'est un service public, et donc d'avoir un modèle de type privé. Alors, dans le silence de la loi, le Conseil d'État a rendu un avis en 2019, au terme duquel il estime que le FGTI est une personne morale de droit public, sans qu'on sache quel type de personne morale, mais une personne morale de droit public. Donc,
Moi, je pense qu'il y a nécessité de clarifier le statut du FGTI et de clarifier, dans le sens d'une consolidation, l'articulation entre les deux fonds. Là aussi, le sujet ne m'appartient pas. L'État a engagé des travaux sur ce sujet à la suite de cet avis. Et je comprends que ces travaux suivent leur cours. Voilà. Mais à ce jour, le problème demeure. Troisième question sur la non-assurance, le défaut de la conduite en défaut d'assurance. Et pour vous répondre tout de suite, je me suis mal exprimé tout à l'heure. Le FGAO intervient pour prendre en charge les victimes d'accidents causés soit par des conducteurs non assurés, soit par des conducteurs qui prennent la fuite. Ça, le premier cas correspond à 3 quarts à peu près des situations, et dans un cas, c'est une situation de conducteur en fuite. Donc la non-assurance en France, elle est difficile à estimer puisqu'il n'existe pas de fichier des véhicules non assurés. Et donc on ne peut l'aborder que de manière indirecte, avec 2 éléments d'information. D'une part, les délits de conduite sans assurance relevés par les forces de l'ordre, et d'autre part, les chiffres du FGAO, qui ne connaît pas l'ensemble des conducteurs non assurés, mais qui connaît ceux qui causent des accidents. Alors, du côté des forces de l'ordre et du délit de conduite sans assurance, il y a une progression spectaculaire au cours des 5 dernières années, puisque le nombre de délits a été quasiment multiplié par 2. Et aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, le délit de conduite sans assurance est le premier des délits routiers. Alors, il faut être prudent parce qu'il ne faut pas trop se précipiter et en conclure qu'il y a une explosion de la non-assurance en France. En réalité, cette progression spectaculaire des chiffres s'explique par 2 évolutions majeures. La première, c'est l'introduction de l'amende forfaitaire délictuelle en 2018, qui permet une sanction beaucoup plus efficace et rapide. Et la deuxième, c'est la création du fichier des véhicules assurés, à laquelle le FGAO a contribué, qui recense l'ensemble des véhicules assurés en France et qui permet d'un clic de vérifier si une immatriculation figure ou non dans ce fichier. Si ce n'est pas le cas, c'est un non-assuré et l'amende forfaitaire peut être envoyée immédiatement. Ça, c'est le prisme de la délinquance routière. En ce qui nous concerne, nous, FGAO, et je l'évoquais rapidement tout à l'heure, on assiste à une décrue du nombre de victimes d'accidents causés par des conducteurs en défaut d'assurance, puisque depuis 5 ans, c'est moins 15% sur ce nombre de victimes. Alors là aussi, il ne faut pas en déduire que la non-assurance se réduit de 15%, parce que dans le même temps, le nombre d'accidents de la route en général a fortement baissé. Donc, pardon, juste pour vous montrer qu'il est difficile de cerner la réalité du phénomène, moi je pense que ce qu'on peut dire en synthèse, c'est qu'il n'y a pas d'explosion de la non-assurance en France. Le fichier des véhicules assurés compte 57 millions de véhicules. Donc l'écrasante majorité des Français sont assurés, ce qui est une bonne nouvelle. Néanmoins, la non-assurance persiste. Et puis elle prend aussi des formes nouvelles, par exemple les trottinettes électriques, qui sont assujetties à l'obligation d'assurance, qui représentent un nombre croissant de victimes corporelles. C'est de l'ordre de 500 victimes corporelles prises en charge l'année dernière. Monsieur le député, vous me posiez la question, monsieur le sénateur, pardon, vous me posiez la question de l'indemnisation en nature. Alors, ce que nous avons mis en place à la demande des victimes, nous avons mis en place toute une série de groupes de travail qui permettent d'échanger et de co-construire la transformation que j'évoquais. C'est des solutions qui répondent plus concrètement à leurs besoins. Alors, il ne s'agit pas pour le fonds de garantie de sortir de sa mission. Notre mission, c'est l'indemnisation, c'est ce qu'on appelle la réparation des préjudices, ni plus ni moins. En revanche, cette réparation, elle peut intervenir sous un mode financier ou sous un mode en nature, évidemment au choix de la victime. Et c'est ça que nous essayons de développer.
Je prends un exemple, j'évoquais le soutien scolaire. Un quart des victimes de l'attentat de Nice sont des mineurs. Donc, un certain nombre d'entre eux ont subi des répercussions liées au traumatisme vécu sur leur scolarité. L'approche classique de l'indemnisation, c'est de considérer qu'une année, une sixième, une cinquième, peu importe, perdue, ça vaut tant. Et à ce moment-là, on va donner le montant dans le cadre de l'offre d'indemnisation globale à la famille. Mais simplement, un certain nombre de parents nous ont dit « c'est bien, mais moi je voudrais surtout que mon enfant renoue avec un parcours scolaire réussi. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et c'est pour ça qu'on a mis en place, en sélectionnant des prestataires par appel d'offres, ce n'est pas des collaborateurs du fonds, par exemple, là, un soutien spécifique en matière scolaire, comme on l'a fait pour aider les victimes à retrouver un emploi, comme on l'a fait dans d'autres domaines. Donc, on est toujours dans le cadre de l'indemnisation. Vous me direz si ça répond à votre question, mais je faisais le point ce matin avec l'ensemble des associations des victimes d'attentats qui saluent ces évolutions qui sont très positivement ressenties parce qu'elles témoignent d'un vrai intérêt à la situation réelle de la victime. Voilà, et nous avons en discussion une extension à d'autres dispositifs. Alors, monsieur le sénateur, vous évoquiez donc d'autres réflexions et l'éventualité de fusionner les fonds. Alors, je dirais que la fusion, on est pour par principe, puisqu'on l'a déjà faite. Le FGAO et le FGTI sont gérés par la même équipe. Je pense d'ailleurs que c'est un très bon modèle de fusion, ce que j'ai évoqué un petit peu en introduction, c'est-à-dire garder la pluralité des gouvernances pour que chaque victime puisse être représentée par une gouvernance dans laquelle elle se retrouve, et en même temps, pour la gestion, avoir des moyens unifiés, parce qu'il y a un enjeu de taille critique face à la maîtrise d'un certain nombre de risques, face au développement de solutions en nature, par exemple, et évidemment un enjeu d'optimisation des coûts. Alors néanmoins, je pense qu'il ne faut pas aller peut-être trop loin, et notamment veiller à garder des cohérences métiers. Et la cohérence FGAO-FGTI, c'est vraiment le dommage corporel. C'est l'ADN du fonds de garantie. Nous ne faisons pas que du dommage corporel, mais 98% de mémoire de nos engagements portent sur le seul dommage corporel. Et c'est vraiment un métier, une technicité, des enjeux de service à la personne qui sont spécifiques. Donc je serais un petit peu réservé pour ne pas prendre le risque de diluer ces compétences. Voilà, je pense avoir fait le tour de vos questions. Merci, monsieur le directeur général. Merci d'être venu jusqu'à nous dans le cadre de ce nouveau texte qui nous amène à vous auditionner et à connaître d'un peu plus près un fonds dont on ne peut pas dire que nous parlions d'une manière très régulière. Donc, c'est une bonne chose que cela ait pu être fait aujourd'hui. Nous n'aurons pas le plaisir de voter pour vous ou contre vous, fonction que nous avons très régulièrement. Et nous vous souhaitons bonne continuation dans ce travail et vous saluerez vos équipes pour le travail réalisé, parce qu'on comprend bien que c'est un travail extrêmement important pour ceux qui sont touchés par ces sujets et que c'est pas qu'une question financière, loin s'en faut. Absolument. Merci encore. Merci, monsieur le président. Bonne journée. Merci à tous.